Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des espaces de nom en C#. On va regarder comment on met ça en place. On en a déjà utilisé d'ailleurs puisque c'est le code qui est généralement généré automatiquement lorsque vous créez un nouveau projet. Et on va voir leur utilité, on va l'utiliser un peu autrement aussi. Et j'en profiterai également, faire une petite parenthèse dans cette vidéo pour apporter un complément d'information sur des changements qu'il y a eu récemment, en tout cas si vous regardez la vidéo au moment de sa publication, avec le langage C# et notamment l'outil .NET pour la création de nouveaux projets. Donc on va voir tout ça ensemble dans le détail. Alors les espaces de nom, ça va être une manière, donc déjà on en retrouve un là, vous voyez, on a celui qui a été généré automatiquement quand on crée un projet comme vous l'avez vu au début du cours. On retrouve un espace de nom, j'avais rapidement détaillé la structure bien sûr d'un programme, et bien sûr on a revu petit à petit chaque chose dans le détail quand vous avez appris à écrire des classes, etc., faire des méthodes, et on en vient maintenant à l'espace de nom qui est ici. Donc on utilise le mot-clé namespace. On donne un terme à cet espace de nom, généralement par convention qui démarre par une majuscule, et ensuite il est ici délimité par des accolades, comme le serait une classe, comme le serait une méthode. Donc pas de problème à ce niveau-là. L'espace de nom, il va nous servir à organiser nos classes, c'est-à-dire que vous allez généralement, c'est le principe en programmation, travailler sur des projets de plus en plus conséquents et vous aurez besoin de les organiser. Vous n'allez déjà, bien évidemment, jamais programmer tout dans un seul fichier, d'accord? Bien que techniquement vous le pourriez, c'est pas impossible de le faire, ça marcherait très très bien, mais on ne fait évidemment pas ça. Et vous allez travailler dans plusieurs fichiers, mais aussi vous allez éventuellement vouloir organiser ces différents fichiers. Imaginez une application complète, on ne va pas vouloir forcément avoir tous ces fichiers de source au même endroit, mais par exemple avoir, je sais pas moi, sur une application par exemple de dessin en 2D, d'avoir une partie pour tout ce qui est finalement l'interface. Donc on peut imaginer par exemple l'éditeur. Donc on aurait quelque chose comme ça. On aurait par exemple des outils utilitaires, donc on aurait plutôt quelque chose comme ça, et pourquoi pas d'autres choses aussi, sur par exemple la gestion des formes, donc on aurait quelque chose comme ça, ou les brushes, voilà, on va plutôt utiliser ce terme là, voilà, peu importe, et on va forcément organiser tout ça. Dans ces répertoires, nous placerions nos fichiers qui peuvent contenir une ou plusieurs classes en fonction des interfaces, etc., etc. Pour avoir cette organisation, beaucoup de langages de programmation, et C# ne fait pas exception, se basent sur cette arborescence. On va utiliser en fait l'arborescence de nos dossiers comme étant finalement nos espaces de nom. Rappelez-vous ici, lorsqu'on avait par exemple ici inclus avec la directive using, dont je vais reparler un petit peu, le terme system, qui est en fait un espace de nom aussi, et il y en a un autre derrière, c'est-à-dire qu'on a cet espace de nom, on va avoir ensuite l'espace de nom console, qu'on utilise d'ailleurs généralement quand on fait un affichage de texte, quand on fait cette commande-là, tout simplement. Voilà, donc on a cet espace de nom qui est inclus ici, d'accord, pour éviter de devoir le noter, parce que sinon le fait encore une fois de ne pas l'avoir nécessiterait à chaque fois de partir de la base, donc system, puisqu'en fait on a une directive globale, si vous voulez, qui pointe, d'accord, qui fait toujours référence à l'espace de nom system. C'est vraiment le point racine, si vous voulez, l'espace racine. Donc on devrait noter tout ça comme ça. L'espace de nom system, l'espace de nom, donc un espace de nom dans system qui est console, et ensuite à l'intérieur donc une méthode writeLine. Et bien ça en fait on peut tout à fait voir cette organisation de cette manière, un répertoire system, à l'intérieur un sous-répertoire console, et ensuite des fichiers, différents fichiers, d'accord, qu'on va pouvoir importer en fait par la suite, et on va notamment retrouver cette méthode writeLine, d'accord. Donc on aura d'ailleurs en réalité console ici, d'ailleurs je dis des bêtises, c'est pas ici c'est pas un sous-répertoire, c'est une classe, d'accord. On a en fait la classe console, et ensuite bien sûr l'appel à la méthode de cette classe. Donc je suis allé un peu trop vite. Donc c'est system l'espace de nom. Donc ça c'est important parce qu'on va pouvoir faire toute l'organisation de cette manière, d'accord. Tout le langage en lui-même, toute la bibliothèque, tout le framework en fait, .NET est organisé de cette manière-là. Il y a énormément de classes, d'interfaces, etc. Donc pour avoir une meilleure organisation de tout ça, tout est bien hiérarchisé dans des espaces de noms. Ça évite également tout un tas de problèmes de conflits de noms on peut avoir. Imaginez par exemple, vous vouliez un jour créer une classe qui s'appellerait app, qui est un nom assez générique. Il y a peut-être d'autres bibliothèques, d'autres frameworks qui utilisent un nom de classe identique. L'avantage, c'est qu'en ayant, alors je vais peut-être mettre plutôt la classe app, puisqu'on a déjà le nom dans l'espace de nom. On va mettre une classe test, ce sera mieux, voilà. Et bien l'avantage, si quelqu'un d'autre a utilisé ce nom test, comme il appartient à l'espace de nom app, et ben en réalité l'identification de cette classe ce n'est pas test tout court, qui pourrait donc être un nom qui rentre en conflit avec un autre, mais c'est app.test. Comme on a ici system.console, d'accord.
la même chose. Donc là, il faudrait que quelqu'un ait fait le même espace de nom, donc avec le même nom, et également la même classe derrière. Donc ça évite les conflits, ça les évite pas 100% parce que on pourrait encore avoir le risque d'avoir le même espace de nom, les mêmes classes, etc. Mais en tout cas, on peut avoir une organisation bien précise de ce qu'on fait. Alors, outre cet aspect, encore une fois, c'est surtout le fait de pouvoir organiser les différentes classes qui a son importance, d'accord? C'est vraiment ça qui vraiment est l'argument, on va dire, clé pour l'utilisation des espaces de nom, pour pouvoir organiser tout ça. Alors depuis l'arrivée de la mise à jour vers C# 10, on peut maintenant éviter, si ça vous dérange, d'avoir en fait une déclaration d'espace de nom de cette manière. Vous pouvez le faire un petit peu comme dans d'autres langages, directement sur une seule instruction. Donc vous faites namespace app et vous mettez directement voilà, un point virgule, et en fait tout ce qui sera défini dans le fichier fera partie de cet espace de nom. Donc l'avantage, vous voyez, c'est qu'on gagne une petite colonne, voilà ici. Ça peut être pratique si vous trouvez que c'est plus lisible pour vous. Personnellement, moi je préfère les accolades, mais encore une fois, hein, question de préférence, ça c'est vous qui voyez. Voilà, donc ça c'est propre à PHP, hein. Quand on fait du PHP, on a l'habitude de ce genre de syntaxe. Mais moi je garderai la syntaxe qu'on a habituellement. D'autant qu'encore une fois, celle-ci à partir de voilà, est disponible qu'à partir de C# 10. Hein, la syntaxe que je vous ai montrée, celle-ci bien sûr existe depuis le début. Donc elle est compatible partout, elle continuera bien évidemment de l'être pour les versions ultérieures. Donc c'est les différents en fait, syntaxes possibles pour la définition, la déclaration d'un espace de nom. Alors on va le faire dans un autre exemple, justement, parce que j'avais fait un petit exemple rapide. Par exemple, bon, je ne vais pas faire sur tous, hein, parce que ça n'a pas intérêt pour c'est pas besoin de montrer autant pour la vidéo, mais genre dans Editor, donc il sera un espace de nom en fait. Je vais créer un fichier, donc je vais mettre un fichier tel quel. L'éditeur par exemple, je vais mettre alors menu, évidemment ça n'a pas, c'est vraiment pour l'exemple, voilà, comme ceci. Même on va faire un nom un peu plus générique encore. Windows, et ici, même si je vous avais généralement recommandé plutôt d'éviter de ne pas trop mettre de classes dans un seul fichier, on pourrait bien évidemment sans problème mettre plusieurs classes dans ce dernier. Donc ici, je vais faire namespace du nom de mon répertoire. Vous voyez que je l'ai mis dans un répertoire editor, donc on va suivre cet exemple-là. Editor, et on va servir comme ça de l'arborescence, ce sera bien pratique. Et là, après, effectivement, bon, je vais mettre le même nom pour rester sur quelque chose de cohérent avec le nom du fichier. Classe window, et après, bien sûr, on peut faire un petit constructeur rapide. Voilà, j'aurais même pu faire en inline, constructeur sur une ligne, faire window, hop, voilà. À partir de là, l'usage sera très simple, c'est comme ce que vous faisiez en fait avec les différentes fonctionnalités natives du langage. Vous importez tout simplement l'espace de nom que vous voulez, ça évite aussi de le répéter, donc je fais using editor, d'accord, puisqu'il est disponible donc effectivement à partir de là, voilà. Et ensuite, directement, je peux faire appel à window. Donc je vais faire window, non pas Windows, et on va compiler tout ça. Pour tester un petit peu. Un type de retour, ah oui, attendez, pourquoi? Ah bah ouais, j'ai mis Windows, non mais décidément, hein, ça nous suivra partout. Hein. Voilà, c'est bon. Ça va être mieux. Voilà, donc l'appel au constructeur c'est bien fait et ça marche sans problème. Donc vous allez comme ça pouvoir organiser plein de fichiers, plein de classes différentes et avoir toute une arborescence, une organisation bien précise de vos projets, même si on verra également plus tard, soit dans le cours, soit dans des vidéos en annexe, comment par exemple établir des projets, donc les projets dits au sens de C#, de l'outil .NET, et même comment mettre au point des solutions. Vous verrez qu'on utilise beaucoup de solutions qui peuvent contenir plein de projets, et bien sûr chaque projet c'est un ensemble, voilà, ça peut être une partie d'une application, voire même une application à part entière. Donc on verra tout ça, parce que ce n'est pas forcément disponible dans d'autres langages, c'est des petites fonctionnalités mises au point par les outils proposés par Microsoft pour C# et d'ailleurs d'autres langages qui utilisent notamment le framework .NET. Donc on regardera tout ça bien sûr en détail sur d'autres vidéos, voire même des tutoriels en annexe si besoin. Voilà pour cette partie en tout cas sur la définition de nos espaces de nom. Autre point important, donc les fameuses directives using, vous avez vu, je vais aller un petit peu plus loin, alors pas grand chose, mais juste pour montrer, on pouvait également, comme j'ai un doute, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais au pire, bon, si je fais un rappel, c'est pas bien grave, on m'en voudra pas, c'est la possibilité bien sûr de définir des alias pour éviter certaines répétitions. Par exemple, quand on fait un simple, encore une fois, console.writeLine, voilà, comme ceci. On pourrait évidemment se passer de marquer à chaque fois le console ou même simplement system si on n'avait pas cet import ici. Donc vous pouvez sans problème, bien sûr,
faire ceci. Par exemple, je vais faire terminal, et vous dites en fait que ça vaut system.console. Donc attention, il ne faut que des espaces de nom, hein. Vous ne pouvez pas par exemple mettre le nom de méthode, d'accord, ce qui va rechercher les espaces de nom. Et après, l'avantage, c'est que j'ai plus qu'à faire ça. Voilà, alors dans ce cas-là, et bien sûr, comme j'importais déjà ça, je n'avais qu'un seul, un seul espace de nom indiqué, mais ça peut être utile par exemple si vous avez, je sais pas moi, vous avez plusieurs espaces de nom, d'accord, vous en avez vraiment genre namespace 1, et puis ensuite vous en avez un autre, et vous en avez encore un autre, parce qu'on peut avoir vraiment beaucoup d'arborescence, mine de rien, ça peut vraiment, il peut y avoir beaucoup de profondeur au niveau de l'arborescence. Donc quand vous voulez éviter de répéter à chaque fois ça quand vous écrivez, et vous pouvez bien sûr créer des alias, si bien évidemment ça a un intérêt, une utilité dans le code que vous écrivez. Donc c'est une possibilité, on peut tout à fait faire ça avec la directive using, donc n'hésitez pas à vous en servir. Alors petit point, justement, la petite parenthèse, et pour terminer, parce que la vidéo sera pas très longue, hein, sur une nouveauté qu'il y a eu avec des changements avec l'arrivée notamment de .NET 6, hein, pour être précis. Vous avez peut-être dû remarquer, alors je l'avais signalé hein, déjà sur la section communauté de la chaîne YouTube, hein, c'est une section en fait, vous voyez, je peux laisser des petits messages, mettre des publications, des sondages, etc. Et j'avais signalé justement qu'avec l'arrivée de la version 6, si vous étiez en train de suivre le cours C# au tout début, donc vous découvrez le langage, vous découvrez l'outil, quand vous avez voulu créer un projet, alors on va le faire d'ailleurs, ça vous allez vite vous rendre compte ce que ça donne en direct. Donc je vais faire un autre projet. On va aller ici, hop, je suis où là, 2 points. On va faire .NET New, donc en vrai vous avez suivi voilà, les premières vidéos du cours. Vous avez utilisé la même commande que je vous avais montré, sauf que je fais n'importe quoi. Donc .NET New Console, on va mettre un autre nom, on va l'appeler New App. Ça vous a créé le projet, donc ça allait jusque là. Et le problème, donc ici, quand les gens ont voulu justement vérifier ce qu'il y avait, ont ouvert le fichier, et quand vous avez comparé ce qui était montré en vidéo, vous êtes tombé sur ce genre de choses. Donc ils ont été sympas, ils ont quand même mis un lien pour vous dire, voilà, bon, on peut vous donner les informations du pourquoi, du comment, mais il se trouve que malgré ça, beaucoup de gens étaient un peu perdus, se sont dit, mince, à la base, hein, on rappelle quand même que le code par défaut qui est généré, alors si je reprends ce qu'il y a, en fait, on a un code un peu plus, peut-être un peu plus complet d'ailleurs ce que j'ai mis en fait. On verra, mais vous auriez plutôt voilà, quelque chose qui ressemble à ça, classe qui est généralement programme par défaut, etc. D'accord, avec un petit texte aussi, je vais remettre le même. Hop. Voilà, donc vous avez plutôt quelque chose qui ressemble à ça, d'accord. Donc avant avant .NET 6, pardon. Et maintenant, quand vous générez un projet, vous avez ça. Et pourtant, ça fonctionne. Si je compile et que j'exécute tout ça, évidemment, hein, ça va de soi, ça va marcher, sauf si bien sûr je ne me mets pas à nouveau dans le bon répertoire. On va relancer. Et vous voyez que ça marche sans problème. Mais évidemment, il suffit de comparer pour voir que là, on n'a pas d'inclusion qui est faite, on n'a même pas d'espace de nom déclaré, on n'a même pas de classe, alors qu'on a vu que le langage obligeait à le faire. On ne peut pas avoir en fait un simple affichage en console comme ça, qui n'est pas au sein d'une classe, qui n'est pas dans la portée d'une classe. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que depuis l'arrivée de .NET 6, on a maintenant des inclusions qui sont implicites, d'accord, qui se font à un niveau supérieur et qui sont donc directement implicites, donc qui ne sont pas indiquées précisément. Alors forcément, si après vous avez l'habitude, hein, vous commencez à avoir de l'expérience en programmation, vous faites les choses, ça ne posera pas de problème et ça va faire gagner beaucoup de temps, parce qu'en fait, ça va permettre de ne pas avoir la méthode main qui est à réécrire à chaque fois, mais de la gérer implicitement. C'est-à-dire qu'avec les nouveaux modèles maintenant de création de projet, en fait, vous vous retrouvez directement ici, à l'intérieur de la méthode main. Bien sûr, si vous voulez créer après d'autres classes, etc., il faudra faire vos fichiers. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu d'avoir tout ça pour en fait la localisation de la méthode main, ils ont implicitement inclus tout ça et tout ça bien évidemment, et vous vous retrouvez finalement qu'avec ça à écrire et l'intérieur de le reste du code à l'intérieur de cette méthode main. Alors il y a d'autres inclusions qui sont faites, hein, on n'a pas que system, on a également pour les collections génériques, on a pour link, on a pour HTTP, on a pour tout ce qui est relatif au threading, d'accord, donc notamment pour les tâches, donc on en a pas mal comme ça. Et moi, je vous ai toujours habitué à en mettre le moins possible pour finalement ne charger que ce qui est utile et de rajouter les inclusions au fur et à mesure quand on en a besoin, plutôt de se retrouver à inclure tout par défaut et d'utiliser que la moitié. Donc pas de problème à ce niveau-là. Encore une fois, si vous l'utilisez habituellement, il n'y aura pas de souci d'avoir ce nouveau type de projet. Mais si, bien évidemment, vous êtes en train d'apprendre, et dans ce cas-là, c'est un peu dommage par rapport à ce que je vous explique sur les premières vidéos du cours, forcément, vous voudriez pouvoir créer ce type de projet, comme je l'ai montré en vidéo, mais pour autant ne pas être sur une vieille version de .NET, d'accord, de rester sur une version actuelle, la dernière même, et profiter des nouvelles versions de C#, c'est quand même l'intérêt.
Donc pour ça, on va voir comment créer un projet qui travaillera avec les nouveautés, donc avec le nouveau .NET, les versions récentes de C#, tout ça, mais en gardant un modèle. C'est-à-dire que l'outil .NET, et on verra d'ailleurs, j'irai peut-être un peu plus loin dans un tutoriel en annexe aussi, qui n'a pas encore été fait au moment où j'enregistre cette vidéo, pour voir comment on peut utiliser d'autres modèles, différents projets, voire même créer nos propres modèles de projet. Ça c'est pareil, Microsoft a prévu pas mal d'outils pour faire ça. Et bien là en fait, on va décider de créer un projet avec le modèle, donc le template, si vous voulez le terme anglais, qui est utilisé pour .NET 5. Donc pour faire ça, tout simplement, on va recréer, alors je pense qu'on va devoir aller ici, je suis bien dans mes deux répertoires, oui, voilà. Donc au lieu de faire la commande classique, d'accord, comme ça en fait on faisait app, alors je vais l'appeler old app ici, on va dire, out but new, voilà, parce qu'en fait c'est pas vraiment vieux, c'est juste le modèle utilisé qui sera l'ancien modèle, donc comme c'était fait en vidéo dans le début du cours, et vous allez préciser en fait l'outil à utiliser. Donc vous avez dit je veux utiliser le framework, on peut faire un simple -f de .NET 5.0 et non pas de 6. Alors si je dis pas de bêtises, je pense que ça s'écrit comme ça tout attaché, des fois je l'attache pas, des fois mais il me semble que c'est tout attaché parce que c'est une valeur. Et ici, normalement, vous pouvez générer le projet. Ça a l'air d'être bon. Ok. Donc, on va aller voir. Old. Voilà, c'est bon. Hop. Donc là, ce que vous allez avoir, maintenant, si je fais ça, on retrouve l'ancienne génération automatique. D'accord? Donc, le fameux using system, etc. Voilà, vous retrouverez la même chose. Alors, c'est pas tout. Parce que si vous laissez ça tel quel, vous allez être en fait sur la vieille version de .NET, la version 5. Encore une fois, l'intérêt, c'est d'être sur les versions récentes. Et mes cours, de toute façon, je fais un petit rappel aussi, ce que j'ai souvent la remarque sur les gens qui attaquent des cours qui ont été faits il y a 3-4 ans en arrière. Comprenez que tous les cours ont des versions qui évoluent. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai commencé le cours Python, j'avais une version de Python installée au début du cours, mais moi, j'ai continué avec ma version de Python, puisque les outils que j'utilise, généralement les langages, tout ça au niveau des cours, c'est ceux que j'ai installés sur ma machine à usage quotidien. Donc j'ai commencé, je crois, le cours Python avec la version 3.2 et ça a fini avec la toute dernière version, quasiment. Et pareil pour les autres langages. Donc C# c'est pareil, le C# que j'utilisais pour les premières vidéos du cours en C# était une vieille version, la 3.2 d'ailleurs, et maintenant je suis à la version 6. Donc ne vous dites pas, mince, il a fait le cours avec cette version, donc tout le cours est fait sur cette version. Non, ça évolue au fur et à mesure, et l'avantage aussi, moi déjà, ça me permet de me mettre à jour sur mes outils, parce que je reste pas sur des vieux outils, je mets à jour régulièrement, et comme ça, quand il y a un changement, comme celui-ci en l'occurrence, je peux le signaler parce que je le découvre quelque part comme vous. Je ne l'ai pas deviné. C'est le jour où j'ai mis à jour ma version de C#, j'ai vu quand j'aurais un projet, j'avais ça. Et du coup, je suis allé me renseigner, je suis allé voir au niveau de la documentation officielle, et j'ai eu toutes les informations que je vous partage aujourd'hui. C'est tout l'intérêt. Voilà, donc ne vous basez jamais sur les versions utilisées au début d'un cours. Comprenez que ça évolue tout le temps, et donc prenez toujours, quand vous commencez un cours, quel qu'il soit, la version la plus récente que vous avez au moment où vous faites le cours. Prenez pas forcément la même version que le cours en lui-même, sauf si je le dis explicitement, que je vous dis non, il faut absolument choisir cette version, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été le cas. Voilà. Donc là, ce n'est pas tout, parce qu'encore une fois, on est sur la vieille version du framework et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va aller dans le fichier de projet, dans la configuration du projet, et on va modifier certaines choses. Alors déjà, vous avez ici, vous voyez le framework cible, donc c'est celui qui va être utilisé. Ici, vous avez tout simplement à préciser celui que vous avez. Donc là, on est sur .NET, on est sur .NET 6, donc on va mettre celui-là. Si, évidemment, vous regardez cette vidéo le jour où Microsoft, entre-temps, a sorti .NET 7, 8 ou 94, vous mettrez bien sûr la version la plus récente que vous avez, c'est là le but. Ou une autre version, encore une fois, si vous voulez faire un projet en fait qui utilise une version du framework, en particulier une version cible que vous voulez spécifiquement, vous savez comment l'indiquer vous-même et de choisir une version manuellement. Donc vous pouvez faire ça comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, aussi vous avez remarqué que cette fameuse inclusion implicite, peut-être que vous voudriez quand même l'utiliser après coup. Donc à tout moment, si vous voulez l'utiliser, je le montre aussi, vous avez possibilité de le régler aussi. D'accord ? Il suffit d'utiliser implicit usings, je pense qu'il y a un S, et ici vous mettez par exemple enable. D'accord ? Et là, ça vous permettra d'avoir les inclusions implicites. Alors je vais l'enlever déjà au début pour montrer que ici par exemple, attendez, je crois que je l'avais pas du tout, ouais non. On va faire .NET run, on va le compiler, exécuter ce nouveau projet. D'accord? Ensuite je vire, hop, l'inclusion ici. On va forcément avoir une erreur puisqu'il va dire qu'il ne retrouve pas l'espace de nom.
Voilà. Et bien si vous voulez utiliser quand même la nouvelle fonctionnalité hein, qui est arrivée avec .NET 6 pour avoir les inclusions implicites, encore une fois ça se fait que pour quelques espaces de nom, c'est-à-dire les plus utilisés, hein, ça ne le fait pas pour tous. Je vous le dis, voilà, ça se fait pour I/O, pour Link, pour HTTP, etc. Et bien vous pouvez volontairement l'indiquer, donc en faisant ça. Et là ce sera compatible, ça fonctionnera tel quel. Donc là au final vous revenez en fait avec le modèle actuel. Voilà. Donc si je l'exécute, là cette fois-ci ça fonctionne. Alors même chose aussi. Là, bon, l'avantage, c'est que vous pouvez garder ça. Même si vous gardez le modèle actuel hein, de template, si vous renotez vous-même ensuite le namespace, donc l'espace de nom, la classe, etc., ça marchera aussi, d'accord? C'est simplement que, bon, si vous le mettez, très bien, c'est mis. Si vous ne les mettez pas, hein, ces informations-là, et que vous avez les directives implicitement incluses qui est activée, et c'est automatiquement la machine qui le mettra à votre place, d'accord? Donc ça, vraiment, vous voyez, vous pouvez jauger comme vous voulez en fonction de vos préférences. Moi, encore une fois, je recommande rien. J'aurais plutôt tendance juste à conseiller que les gens qui débutent, de garder le modèle d'avant où vous avez vraiment tout le code qui est affiché parce que vous êtes en train d'apprendre. Et après, bien sûr, dans la pratique, quand vous aurez l'expérience, si vous voulez juste avoir le strict nécessaire, il n'y a aucun problème, hein, et vous saurez absolument ce que vous faites. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc c'était pas très long, encore une fois, c'était juste important de savoir un peu comment fonctionnait le système d'espace de nom pour pouvoir organiser tout ça. Donc vous pouvez comme ça hiérarchiser un petit peu tout. Donc n'hésitez pas à vous servir de cette fonctionnalité parce qu'on a souvent tendance à un peu à négliger l'usage de ça. Et faites-vous comme ça une liste de répertoire avec des classes dedans et utilisez comme ça la petite directive pour importer l'ensemble de vos espaces de nom et utiliser les différentes classes que vous avez dans d'autres fichiers pour mêler plusieurs fichiers entre eux et de voir comment ça fonctionne directement en pratique. Moi je vous dis à bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo, pour la suite de ce cours ou une autre vidéo de la chaîne. Prenez soin de vous et passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.